Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, animé par le comité étudiant. Nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leur recherche et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sabrina Grégoire, je suis une étudiante au doctorat à l'Université d'Ottawa et je suis accompagnée de Camille Souchet, une étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, qui co-animera cet épisode avec moi. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le Dr Jean-François Couture, professeur et directeur du département de biochimie, microbiologie et immunologie à l'Université d'Ottawa. Son parcours académique a débuté par un baccalauréat en microbiologie à l'Université de Laval, suivi d'un doctorat en physiologie et endocrinologie à l'Université de Laval sous la supervision du Dr Roch Breton. Il a ensuite effectué un postdoc à l'Université du Michigan dans le département de chimie biologique sous la supervision du Dr Raymond Trevo. Son laboratoire se spécialise en biologie structurale de la chromatine avec un intérêt particulier pour l'épigénétique. Merci beaucoup, Dr Jean-François Couture, de nous rejoindre. Nous sommes vraiment ravis de discuter avec vous aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer par qu'est-ce qui vous a intéressé par la science en général et pourquoi tu as choisi l'épigénétique? Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est super apprécié. Toujours un honneur de partager la science avec les gens. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-François Couture. Je suis professeur titulaire à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi directeur du département de biochimie, microbiologie et immunologie. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé dans l'épigénétique? Et ça va revenir souvent pendant le podcast aujourd'hui. C'est mon réseau. C'est mes collègues. C'est mes interactions avec les gens. Un peu de background sur moi. J'ai fait mon PhD dans un département de physiologie et endocrinologie. Donc, on est loin de l'épigénétique. Et essentiellement, j'avais la chance de travailler sur des projets qui sont reliés sur le métabolisme des hormones. Et j'avais la chance de travailler dans un lab qui est de type ouvert. Et j'avais la chance d'interagir avec plusieurs étudiants. Or, je me suis fait naturellement plusieurs amis, dont beaucoup de ceux-là sont devenus des chercheurs aujourd'hui. Et avec ces étudiants-là, on brainstormait sur la recherche, un peu échanger, qu'est-ce qui est innovateur, qu'est-ce qui devient vraiment hot, qu'est-ce qui est émergent dans le domaine. Et c'était dans la dernière, on avait des discussions comme ça, et dans la dernière année, il y avait des articles scientifiques qui commençaient à être publiés dans des gros journaux sur les modifications des histons. Donc, ça commençait à sortir tranquillement, pas vite. Il y avait l'article scientifique publié par David Alice qui avait démontré que les histones pouvaient être acétylés. Ensuite de ça, il y avait d'autres articles qui sortaient que les histones pouvaient être méthylés. Et on commençait à jaser de tout ça entre collègues. Donc, moi, j'étais très au niveau régulation des niveaux d'hormones purement par des enzymes. Or, j'avais des étudiants qui travaillaient dans un domaine d'endocrinologie, mais plus au niveau des facteurs de transcription qui régulent les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme. Or, ces étudiants-là avaient accès à la littérature, naturellement, où ils lisaient plus sur la régulation transcriptionnelle et, de fil en aiguille, les discussions commençaient à parler sur l'épigénétique. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à l'épigénétique. Et ensuite de ça, j'ai été faire un postdoc dans un domaine complètement différent. Naturellement, j'étais dans un laboratoire de métabolisme des stéroïdes et je suis parti dans le domaine de l'épigénétique pour le postdoc. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis mis à m'intéresser à l'épigénétique. Donc, ça illustre un concept vraiment important. Vous commencez quelque part, mais votre réseau peut avoir une influence tellement importante sur ce que vous allez faire dans le futur. Super. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené peut-être à la science en général au départ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire de la science? Oh, c'est une super question et je vais essayer de répondre en 5 minutes et pas dans 2 heures. J'étais très tiraillé au secondaire j'étais bon en sciences, j'aimais les sciences, mais j'aimais la musique. J'aimais le théâtre et j'aimais chanter. Donc, demandez-moi pas de chanter, s'il vous plaît, ce matin. J'étais tiraillant entre les deux. Or, j'étais en concentration musique, mais en même temps, je faisais de la science au secondaire. Et je suis arrivé au cégep et j'étais encore perdu. Donc, j'ai fait un cégep de 3 ans.
qui est quand même hors norme, je vous dirais, parce qu'habituellement, un diplôme d'études au cégep, un diplôme au cégep prend 2 ans. Donc, je me suis enregistré en sciences naturelles ou en sciences de la santé, je me rappelle plus du nom. Là. Et pour la simple raison, c'est que j'étais je faisais des pièces de théâtre, je chantais, j'étais dans un band et je voulais faire de la science. Et c'est vraiment, et j'étais encore tiraillé au cégep, mais à un moment donné, dans ma dernière année de cégep, c'est là que j'ai eu vraiment un déclic monumental. C'est-à-dire que dans ma dernière année de cégep, j'ai pris 2 cours. Un cours additionnel de chimie organique et un cours additionnel qui n'était pas nécessairement dans le programme normal du cégep, un cours de microbiologie. Et les 2 avaient une composante vraiment importante au niveau du laboratoire. Et la chimie organique que j'ai fait, en fait, on pouvait choisir le projet qu'on pouvait faire. Et nous, on a décidé de synthétiser un neuropeptide en collaboration à l'Université de Sherbrooke. On n'avait aucune connaissance, donc il a fallu lire la littérature, lire les protocoles, commander notre propre truc, et on était au cégep, là. Et on a synthétisé le peptide, et on l'a envoyé pour analyse à l'Université de Sherbrooke, et c'est comme ça que... Et là, j'ai eu vraiment un déclic. Là, quand j'ai fait ce laboratoire-là, ce cours-là, qui est en fait un gros lab pendant tout un semestre, je me suis rendu compte que j'aimais ça parce qu'il y avait un côté créatif à la science. C'est-à-dire qu'on pouvait poser des questions, on pouvait avoir une idée, même si on ne savait pas la réponse, mais on pouvait avoir une idée, créer une question et essayer de répondre à cette question-là. Alors là, c'était un déclic majeur, donc ce cours de chimie organique et le cours de microbiologie, dans lequel il y avait un laboratoire et on nous donnait un problème, c'est-à-dire qu'on dealait ou on avait une culture mixte de bactéries et il fallait trouver un moyen pour séparer en monoculture les différentes espèces de bactéries qu'on avait dans notre tube. Donc, encore une fois, il fallait lire, il fallait trouver les bons milieux de culture pour enrichir un type de bactérie au lieu de l'autre. Et encore une fois, c'était un processus scientifique et très créatif. Et quand j'ai fait ces 2 cours-là, j'ai fait, OK, la science, c'est pas juste apprendre des choses par cœur, c'est de créer quelque chose qui est inconnu. Donc, pour moi, là, c'était les 2 choses vraiment majeures qui ont fait, OK, je m'en vais à l'université. J'ai même pas appliqué en médecine, même si j'avais quand même des bonnes notes au cégep. Et j'ai été admis en microbiologie et de fil en aiguille, je suis ici aujourd'hui. Est-ce que c'est ce côté un peu créatif, etc., qui vous a amené à rester dans l'académique plutôt qu'aller dans l'industrie? Oui, mais je m'en suis pas rendu compte au début. En rétrospective, absolument. Mais je peux pas dire qu'à la fin de mon postdoc, je disais « Oh, je vais rester en académique parce que je veux avoir encore cet esprit créatif-là. » Non. Mais en rétrospective, effectivement, je ne regrette pas ce choix-là du tout parce que justement, j'aurais peut-être pas la même opportunité justement d'explorer les idées que je veux explorer. Donc, si tu ne serais pas en sciences aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu serais dans une band ou penses-tu? Je serais un acteur à Hollywood, je suis certain. Donc, tu as fait ton baccalauréat à l'Université de Laval en microbiologie. Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait décider de poursuivre ton école et de faire un doctorat par la suite? Oui. J'avais déjà eu le déclic au cégep, mais la première année universitaire, je vais être franc avec vous, j'ai comme oublié ce déclic-là. Quand je suis rentré à l'université, j'ai commencé à suivre mes cours. Il y avait des laboratoires que j'aimais beaucoup. J'étais super organisé. Je finissais toujours le premier. J'adorais ça. Mais c'est de fil en aiguille, encore un concours de circonstances, le réseau, les amis, et ça a fait qu'à un moment donné, dans la fin de la 2e année universitaire, il y avait un cours où on pouvait faire un stage d'été, et ça comptait pour des crédits. Je me cherchais une place, naturellement, puis j'avais pas nécessairement vraiment un sujet particulier dans lequel je me disais, il faut vraiment que j'aille là. Non, j'étais vraiment ouvert à tout, j'adorais tout. Donc c'est ça. Et là, dans mes réseaux, il y a des gens qui travaillaient déjà dans le laboratoire. Ils m'expliquaient, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Puis un de mes amis à l'époque qui m'avait dit, je suis dans le laboratoire du docteur Roch Breton. Puis Roch, ce qu'on fait, c'est on étudie les protéines en 3 dimensions. Fait que je fais, c'est cool ça.
là, j'ai rencontré le chercheur, j'ai rencontré Roch, puis en fait, Roch m'a pris pour l'été, et c'est là que, encore une fois, de retour dans le laboratoire, à temps plein, pendant tout un été, c'était absolument formidable. Et là, c'était un coup de foudre total pour la recherche, être dans le laboratoire, l'espèce d'énergie dans le laboratoire, les échanges, les échecs, les bons résultats, et vraiment travailler là-dedans, c'était vraiment extraordinaire pour moi et c'était une révélation. Et ensuite de ça, j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Pour moi, c'était automatique, c'était fait pour être là. Donc, ensuite de ça, naturellement, bon, j'ai continué, puis j'ai commencé ma maîtrise dans le même laboratoire et là, j'ai juste continué et j'ai passé directement au doctorat, puis j'ai complété mon doctorat en 2003. Et par la suite, tu as fait un postdoc à l'Université du Michigan, dans le laboratoire de Raymond Trevel. Comment tu as décidé d'aller dans ce labo ou pourquoi tu as choisi? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs. Puis ces facteurs-là étaient très personnels. Souvent, on entend... Bon, pour répondre à la question, j'ai envoyé des CV, naturellement. J'ai passé des entrevues à différents endroits, dont New York University. J'avais fait une autre entrevue à l'Université du Vermont. Et bon, il y avait toujours un petit bémol. Il y avait toujours quelque chose. Je sortais de l'entrevue, je rencontrais le lab, puis je me disais, puis c'était des gros labs, là. Parce que tout le monde me disait, va dans des gros labs. Ça, c'est important, va dans un gros lab. Et puis, à l'époque, quand que je postulais pour ces postes-là, je me sentais encore pas nécessairement à la hauteur de ces labs-là. En rétrospective, c'était une erreur majeure, mais ça, je ne savais pas. Et essentiellement, à un moment donné, j'ai vu une autre opportunité dans le labo de Ray, à l'Université du Michigan. L'Université du Michigan, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une toute petite ville, Ann Arbor, 40 000 habitants. Bon, ça double lorsque l'université a ses étudiants. C'est une énorme université, mais c'est une toute petite ville. Donc, il faut dire que la plupart des entrevues, donc les deux à New York, naturellement, on s'entend, New York, c'est New York. Et essentiellement, quand j'ai passé en entrevue avec Ray, ça a été un déclic vraiment immédiat. Parce que j'avais certaines connaissances qui me manquaient, que je sentais que j'avais encore besoin d'acquérir. Et Ray, lui, commençait son laboratoire. Et j'étais très franc avec Ray à l'époque. J'ai dit, moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. J'aimerais vraiment ça que tu me les montres. Alors que dans les gros laboratoires, je n'avais pas senti ce même retour-là sur mes demandes. Donc, je sentais vraiment que le labo à Ray était vraiment un endroit idéal pour moi pour vraiment parfaire mes connaissances, être dans un endroit qui n'est pas nécessairement trop gros, qui me ressemble aussi, parce que, bon, Ann Arbor, c'est une toute petite ville, très vert, beaucoup de parcs, j'adore être à l'extérieur, courir, etc., etc. Puis, donc, ça correspondait plus à moi. Plus, naturellement, Ray travaillait dans l'épigénétique et il venait de commencer son laboratoire. Et ça, je pense que c'était... un win-win ou une situation gagnante pour les deux. Donc, Ray, naturellement, en partant son lab, il n'y avait pas beaucoup de sous, donc devait engager une ou deux personnes vraiment stratégiquement. Puis moi, je voulais avoir beaucoup accès à mon superviseur parce que je devais acquérir ces connaissances-là. Et les deux ensemble, c'était vraiment productif. Je suis sorti du labo à Ray en à peu près 3 ans. J'ai sorti avec 7 articles premier auteur. Donc, ça a vraiment fonctionné. Donc, il y a une belle synergie à ce niveau-là. Et le groupe n'était pas énorme, là. On était 4 dans le laboratoire. Et une fois que ce soit un petit labo comme ça, c'est vrai que des fois, ça peut apporter un peu plus le côté humain qui peut parfois manquer dans les gros labos, qui est vraiment intéressant parfois, ouais. Oui, et comme je disais, Ray, en fait, quand je suis arrivé dans le labo, je me rappelle, c'était un 5 janvier, j'ai rentré dans le laboratoire et il n'y avait pas encore ouvert toutes les boîtes. Donc, c'est tellement que le labo était jeune. Donc, c'est vraiment, j'ai participé au départ, à peu près, de son lab. Donc, c'était hyper formateur pour moi, mais ça, je ne savais pas à l'époque. Quand tu pars ton lab comme jeune prof, des fois, tu te lances, tu te lances dans le vide. Il n'y a personne qui t'a enseigné comment tu pars un lab. Donc, pour moi, c'était hyper formateur, mais je ne savais pas. Mais naturellement, 3 années ou quelques plus tard, j'ai vraiment apprécié cette expérience-là avec lui. Donc, vous êtes professeur, mais vous êtes aussi directeur du département de biochimie, microbiologie et immunologie de la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer non seulement en tant que professeur, mais aussi en tant que directeur?
Bon, comment je suis devenu directeur? J'ai toujours aimé faire du leadership. Toujours. Vous pouvez me dire que je suis un petit peu contestataire, c'est correct, je le suis. Je vais toujours... donc, quand je fais pas partie de la solution, ou je déteste ne pas faire partie de la solution, ou ne pas contribuer à la solution. Et ça, j'ai toujours été comme ça depuis le secondaire. J'ai été impliqué dans des associations étudiantes à l'université. J'ai toujours... je me suis toujours impliqué à quelque part. Donc, quand je suis arrivé à l'université, naturellement, en tant qu'assistant, bon, naturellement, tu n'as pas le temps, il faut que tu montes ton laboratoire, tu fais chercher tes IRSC, publier tes premiers articles, tout ça. Naturellement, pendant ces années-là, je voyais beaucoup de décisions qui se prenaient et là, je me disais, ben, pourquoi? Pourquoi c'est cette décision qui a été prise? Et j'ai toujours voulu m'impliquer. Même après 2 ou 3 ans, je me rappelle, je voulais m'impliquer dans toutes sortes de choses. Mon directeur de département à l'époque me disait, calme-toi, attends un peu. Et il m'a appris une leçon vraiment extraordinaire, c'est apprendre à dire non de temps en temps. Je n'aimais pas dire non, mais il fallait que je dise non. Jusqu'à un moment où j'atteigne un certain point dans ma carrière, où est-ce que il y a certaines positions de leadership qui se sont ouvertes, dont la direction d'un programme ou la direction d'un programme au baccalauréat qui s'appelle médecine moléculaire translationnelle. Et le poste de directeur était ouvert et j'ai appliqué, j'ai commencé à m'impliquer tout doucement et là, j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment adoré travailler avec les gens, travailler pour les gens, arriver à des solutions, bâtir quelque chose ensemble. Et de fil en aiguille comme ça, après que le programme allait bien, je voulais trouver de nouveaux défis et là, le poste de directeur de département s'est ouvert et c'est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis arrivé presque à l'université. Je vous donne un exemple, on a une rencontre, à l'époque, on avait une rencontre annuelle avec mon doyen, puis le directeur du département à l'époque, Dr. Daniel Figues, et mon doyen m'a demandé en termes de leadership, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai tout simplement répondu au doyen, je veux la job à Daniel, je veux sa job à lui. Et puis, donc, et comme ça, bon, je suis devenu directeur de département et c'est une job que j'adore parce que encore une fois, on bâtit des choses ensemble avec le collectif, pour le collectif, mais là, les responsabilités sont naturellement plus grandes à ce niveau-là, mais j'adore cette job-là parce que aussi, historiquement, pendant toute ma carrière, j'ai eu des mentors absolument extraordinaires. Rock était un mentor absolument fantastique. Ray était un mentor absolument fantastique. Et j'avais la chance d'avoir 2 mentors scientifiques qui sont aussi très humains. Et donc, essentiellement, c'était des gens qui étaient humains avant tout et chercheurs après. Et ça a eu un impact sur ma carrière énorme. Et je pense que des fois, en science, on oublie un peu la nature humaine. Hein, on pense science, aller les résultats, mais je suis très proche de ma gang dans mon laboratoire. Et puis, mais je voulais faire ça pour le département, créer une espèce d'unité et d'amener cette cohésion-là et de travailler avec les gens pour bâtir des choses. Et pour moi, ça, c'est un des trucs les plus gratifiants en termes de directeur de département. J'ai un département qui est absolument extraordinaire. Puis j'ai des collègues absolument extraordinaires. Et puis, donc c'est pour ça que je fais ce job-là. Super, et donc avec ce poste et toutes les responsabilités que vous avez, j'imagine que votre emploi du temps est quand même très chargé, mais est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps pour à côté avoir des passions, ou vous parliez de l'art qui avait quand même une place importante, est-ce que vous avez encore le temps pour tout ça? L'art a pris le côté créatif est vraiment comblé, je te dirais, dans le laboratoire, mais des passe-temps, il en faut. Hein. Je veux dire, écoute, c'est super important. Donc, une balance vie personnelle, travail est absolument essentielle. Donc, je suis quelqu'un qui adore la chasse, la pêche, être dehors, la marche, etc., la course. Donc, je suis vraiment, oui, être à l'extérieur. Le moins de réseau possible. C'est mon petit paradis. Plus en contact avec la nature et moins dans le bureau. Voilà. Donc, juste pour aller plus en termes de recherche, c'est quoi votre définition de l'épigénétique? L'épigénétique. J'adore comparer l'épigénétique à la job d'un éditeur. Donc, si l'ADN est le résultat du travail de l'écrivain, l'épigénétique est le travail de l'éditeur. C'est-à-dire, l'écrivain va écrire une histoire. Dans ce cas-ci, 4 lettres. Et ces 4 lettres-là vont écrire la vie. Donc ça, c'est le job de l'écrivain. Le job de l'éditeur, lui, c'est d'éditer
ou de changer un peu, travailler avec l'écrivain pour peut-être des fois enlever des mots, en rajouter un, enlever une phrase. Et des fois, ça va changer peut-être, en une circonstance donnée, ça va changer un peu des fois la signification de la phrase. Ça, c'est le travail de l'éditeur. Donc, l'épigénétique, c'est un peu la job, c'est comme l'éditeur. C'est-à-dire que l'épigénétique, il va y avoir des mécanismes qui vont cacher ou révéler certaines régions de l'ADN pour que cette région-là soit lue pour la réplication, par exemple, pour faire l'ARN messager, et aussi pour faire des réparations de cassures de brins d'ADN. Donc, vraiment, c'est un jeu de cache-cache au niveau moléculaire, où est-ce que l'éditeur enlève et des fois va remettre un mot, ainsi permettant de changer la signification de la phrase. Donc, c'est à peu près ça, pour moi, pour peut-être un auditoire moins scientifique, l'épigénétique. Et comment est-ce que vous pensez que votre recherche et votre rôle un peu dans cette histoire de l'épigénétique, ça s'inscrit, comment vous articulez autour de ça? En fait, nous, notre laboratoire utilise des approches afin de visualiser les protéines en 3 dimensions. Donc, ça nous permet de comprendre comment, par exemple, les enzymes ou les protéines qui vont soit lire ou avoir une influence sur la structure de la chromatine, donc c'est-à-dire cet assemblage d'ADN et de protéines, comment ces protéines-là vont reconnaître. Donc, on peut voir en 3 dimensions, sous nos yeux, grâce à nos recherches, vraiment comment ces protéines-là engagent ou forment ou font des interactions avec la chromatine, permettant subséquemment de peut-être l'ouvrir, de peut-être la fermer, de peut-être amener d'autres machineries qui vont permettre de réparer l'ADN, de faire la réplication, de faire la transcription, etc., etc., etc. Donc, globalement, vos projets s'articulent autour de ça, de comprendre l'interaction et le fonctionnement. Oui. Peux-tu élaborer sur, tu as dit que vous utilisez des techniques pour visualiser les protéines. Quelle sorte de technique utilisez-vous? Oui, la technique favorite du laboratoire, c'est la cristallisation au rayon X. C'est quelque chose, c'est un truc sur lequel que j'ai commencé à faire en postdoc, que je continue à faire, qui est encore une méthode très importante, très utilisée de nos jours. Donc, en gros, la cristallographie des protéines, ben en fait, ça dit cristallographie des protéines. Donc, cristal, donc c'est-à-dire qu'on prend des protéines et on forme des cristaux avec ces protéines-là. Et on prend ces cristaux-là et on va les exposer à une source de rayons X. De manière que les rayons X vont interagir avec ce cristal-là, ça va nous donner une image. Donc, ne pensez pas que ça va vous donner une image de la structure de la protéine sur l'écran, non. Mais on utilise différentes formules mathématiques pour ensuite dériver ces images-là pour en transformer ça dans un modèle ou dans une structure 3D. Donc, essentiellement, ce qu'on obtient à la fin, c'est vraiment les détails moléculaires du mode de fonctionnement de cette enzyme-là. Et comme je vois aujourd'hui à l'écran, ben, ça nous permet de voir essentiellement au niveau de voir même les acides aminés dans la protéine, quels acides aminés sont importants pour qu'ils font une interaction ou comment, par exemple, dans certains cas, comme par exemple différents projets qu'on a dans le laboratoire, c'est comment cette protéine-là, par exemple, va interagir avec les histones, par exemple. Quels résidus de l'histone vont être reconnus? C'est quoi les résidus importants sur la protéine qui reconnaît ces histones-là? Et ainsi de suite. Ce faisant, ben, ça nous permet d'avoir une compréhension du mode de fonctionnement de la protéine. Donc, vous êtes très intéressé par la biologie structurale et évidemment, AlphaFold a sorti qui est un programme qui prédit selon la séquence des acides aminés. Plusieurs disaient que les techniques de biologie structurale pourraient peut-être disparaître. C'est quoi votre opinion sur ce sujet? Ou peut-être, est-ce que vous utilisez AlphaFold pour, par exemple, émettre une hypothèse ou valider une hypothèse? Oui. Bon, la première chose qu'il faut comprendre, AlphaFold, c'est un outil absolument phénoménal, fantastique. Est-ce que ça va venir complètement enlever le travail des biologistes structuraux? Absolument pas. En fait, ça vient nous aider à la fin de la journée. Parce que oui, initialement, pour un projet dans les phases initiales, où est-ce que, bon, on n'a pas de structure. Donc, essentiellement, on ne peut pas nécessairement émettre, dans le cas où on n'avait pas de structure à l'époque, on ne pouvait pas nécessairement
émettre une hypothèse, on pouvait, parce qu'il y avait quand même des logiciels à l'époque qui permettaient de faire une modélisation, pas au niveau de la qualité qu'AlphaFold fait, spécialement avec AlphaFold 3 qui est sorti là, il y a à peu près un mois et demi. Donc c'est ça. Donc, AlphaFold vient complémenter nos approches, enfin, vient nous aider. Donc, permet d'émettre des hypothèses au tout début du projet, mais en fait, dans certains cas, surtout par exemple pour les protéines bactériennes, les protéines virales, tout ce qui est beaucoup au niveau anticorps thérapeutique, par exemple, AlphaFold n'est pas encore nécessairement là, je vous dirais là. Donc, il y a certaines variations importantes qui ont été observées. Donc, la biologie structurale, les outils de la biologie structurale vont être là encore pendant beaucoup d'années. Et soit la cryo-IM, soit la RMN, soit la cristallisation. Par exemple, ça ne viendra pas remplacer, mais c'est un outil qui vient complémenter. Je vais vous donner un exemple concret. À l'époque, on a résolu une structure d'un complexe où est-ce que, dans lequel AlphaFold avait prédit qu'une région qui aurait été non structurée. Donc, on dit unfolded en anglais, donc c'est-à-dire une grande boucle. En réalité, lorsqu'on a fait la structure du complexe, on s'est rendu compte que cette grande boucle-là, en fait, faisait beaucoup de contacts avec l'autre unité et elle n'était pas en boucle, nécessairement. Donc, il y a quand même des choses qui ne sont pas capturées encore avec AlphaFold, mais c'est un excellent logiciel pour complémenter, nous aider en biostructural. Je vais vous donner un autre exemple. En biostructural, souvent, c'est difficile de cristalliser une protéine parce que des fois, il y a plusieurs domaines et ces domaines-là sont relativement flexibles. Or, AlphaFold, avec leurs outils de prédiction, nous permettent de savoir vraiment où sont ces domaines structurés, où sont les régions un peu moins structurées. Et pour un projet, par exemple, on peut prendre chaque partie qui sont prédites pour être structurées et cristalliser ces différents domaines-là séparés. Donc, à l'époque, c'était vraiment par essai et erreur. C'est-à-dire que mon premier projet au postdoc, j'avais fait 39 différentes constructions de la même protéine en enlevant 1 ou 2 acides aminés de chaque côté pour trouver une construction qui va me permettre d'obtenir des cristaux. Maintenant, avec AlphaFold, on est parti de 37, 38 constructions à peut-être 2 ou 3. Donc, c'est un outil vraiment extraordinaire aussi pour ça. Donc, j'imagine avec aussi l'émergence de l'intelligence artificielle, AlphaFold va juste continuer de s'améliorer. Il faut aussi garder en tête qu'il y a une certaine limite de capacité au niveau computationnel. Donc, par exemple, pour des gens qui travaillent sur les enzymes de MLL, par exemple, MLL 1, 2, 3 et 4, ce sont des polypeptides qui sont monstrueux dans leur taille, au-dessus de 2000, 3000 acides aminés. AlphaFold n'est pas capable de faire de prédiction, ces protéines-là sont trop grosses. Oui, c'est comme tout, c'est des outils qui peuvent aider, Absolument. Mais il y a toujours des limites à chaque outil. Voilà. Selon vous, quelle place occupe l'épigénétique dans la recherche actuelle ou de demain? Énorme. Je vous dirais, là, les travaux des 20 dernières années, là, on commence à en voir tranquillement les fruits émerger au niveau thérapeutique. À l'époque, quand j'ai commencé mon postdoc, on commençait tout juste à cristalliser les protéines, à cristalliser les protéines de l'épigénétique, comprendre leur mode d'action, comment ils engagent, comment ils font des interactions avec les histones, par exemple, les enzymes, comment ils modifient les nucléosomes ou les histones, etc., etc., etc. Naturellement, la progression organique, ou je dirais naturelle de la prochaine étape, ben, c'est vraiment développer des petites molécules qui vont cibler des poches au niveau des différentes cavités au niveau de ces protéines-là, afin justement de développer des petites molécules. Or, on voit depuis les 10 dernières années des petites molécules identifiées, optimisées par les chimistes organiciens, améliorées afin d'augmenter leur potentiel d'interaction, afin de mieux bloquer ces enzymes-là. Et tranquillement, pas vite, on s'est mis à voir depuis, je vous dirais, 6, 7, 8 ans, peut-être avant ça, peut-être c'était pas nécessairement publié, des études cliniques avec des inhibiteurs d'acétyltransférase, par exemple, inhibiteurs de PRC2, et j'en passe, là, il y en a beaucoup. Là. Donc, c'est là, puis ça va être, je pense, pour les 30, 40, 50 prochaines années, facilement.
Ouais, vous pensez qu'à l'avenir, l'épigénétique sera toujours et de plus en plus au cœur de la recherche. Absolument, absolument. Ce sont à chaque fois qu'on touche à des processus qui sont essentiels à la vie, là, on s'entend ici, là, la plupart beaucoup d'enzymes, lorsqu'elles sont délétées dans un modèle murin, c'est létal. Donc, et si on regarde dans l'évolution, quelque chose qu'on fait beaucoup dans mon laboratoire, justement, quand on étudie une protéine, souvent, le modus operandi, c'est d'étudier ou d'essayer de cristalliser peut-être l'homologue de la levure bourgeonnante, de la drosophile, de C. elegans, etc. Quand on voit ces enzymes-là sont conservés dans l'évolution, millions et des millions d'années, ils ont des rôles absolument essentiels à la vie. Donc, en 2022, ton laboratoire a publié un article dans le journal de Science, très renommé, et l'article était intitulé The Histone H3.1 variant regulates Tonsoku-mediated DNA repair during replication. Pouvez-vous discuter des points les plus importants? Oui. Pour ce faire, je vais reculer en 2014. En 2014-2013, naturellement, mon laboratoire, on s'est spécialisé pour plusieurs années dans les enzymes à domaine 7, ou SET, qui sont des enzymes qui ont un domaine 7 sont typiquement des lysines méthyltransférases. Donc, j'avais fait beaucoup de travaux au niveau du postdoc. J'avais continué un petit peu au niveau de mon lab dans les 6-7 premières années. Donc, il y a des gens qui me connaissaient que mon laboratoire s'intéressait à ces enzymes-là. Or, il y a un postdoc à l'époque qui travaillait pour le laboratoire de Rob Markinson, Yannick Jacob, qui a maintenant son laboratoire à Yale, m'avait contacté, il m'avait dit « Voici une enzyme sur laquelle on travaille. Cette enzyme-là méthyle spécifiquement, en tout cas dans nos mains, méthyle spécifiquement l'histone H3.1 et pas l'H3.3. » Donc, à l'époque, il m'avait dit « Est-ce que tu veux la cristalliser? » Sure, oui, OK. Donc, on l'a cristallisé, on a résolu la structure et c'est mon premier article dans Science en 2014 en collaboration avec Rob Markinson et Yannick a été le premier auteur et donc deuxième co-autrice était ma postdoc à l'époque, Elisabeth Bergabin. Or, à l'époque, ça nous permettait de comprendre les bases moléculaires de comment ATXR5 méthyle spécifiquement H3.1. Or, dans la plante, lorsqu'on perd ATXR5, ça mène à une surréplication du génome de la plante. Et ça, c'est souvent une indication d'avoir trop de réparation qui se passe. Donc, il y a des aberrations au niveau de la réparation, mais on ne comprenait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi ce phénotype-là apparaissait. Or, entre 2014 puis 2022, mon collaborateur, Yannick Jacob, qui est un expert de la plante, utilisait toutes sortes d'outils génétiques afin de bypasser cette mutation-là en délétant un gène additionnel. Donc, il y avait déjà une plante qui était délétée à ATXR5 et 6 et il délétait plusieurs d'autres gènes pour voir s'il pouvait bypasser ce phénotype-là. Et à un moment donné, son laboratoire a trouvé une protéine qui est Tonsoku-like, donc Tonsoku dans la plante, donc Tonsoku-like chez l'humain, et essentiellement, de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser pourquoi cette protéine-là et pourquoi cette protéine-là, soudainement, était liée au phénotype de perte d'ATXR5 et 6. Et on s'est rendu compte que, tout comme ATXR5 et 6 qui méthylent spécifiquement H3.1, on s'est rendu compte que Tonsoku est le lecteur de l'état non méthylé de H3.1. Donc, essentiellement, on venait avec naturellement Yannick qui était un pionnier dans cette étude-là aussi, là, c'est pour ça qu'on est co-corresponding, c'est-à-dire on avait fait le lien entre ATXR5 et Tonsoku-like et la réparation de l'ADN parce que Tonsoku-like fait partie d'un complexe de protéines avec une autre protéine qui s'appelle MMS22L qui est impliquée dans le recrutement de RAD51 et qui permet de faire la réparation de l'ADN. Donc, on s'était rendu compte que la méthylation, en fait, dans la plante sauvage, prévenait le recrutement de Tonsoku en enlevant ATXR5 et 6. Tonsoku maintenant pouvait lier de manière aberrante la chromatine, l'histone, et recruter la machinerie de réparation à l'ADN de façon non spécifique et ainsi de suite commencer à avoir énormément de réparation ou recruter RAD51 à des loci où il ne devrait pas avoir de réparation.
Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ça et dans ce modèle assez spécifique, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ouais. Vous avez dit que le concept de réseau et de network reviendrait dans le podcast. Je le ramène. Sans ma rencontre avec Yannick, on n'aurait probablement jamais travaillé là-dessus. Donc, essentiellement, ces collaborations-là nous a permis d'explorer des questions sur lesquelles on n'aurait probablement pas travaillé. Naturellement, un biologiste structural, lorsqu'il a la chance de travailler avec un biologiste des plantes, un biologiste du cancer, puis de travailler étroitement en collaboration, ça nous permet au cristallographe d'apporter d'aider ce chercheur-là, mais en retour, nous permet de générer, peut-être qu'audition au niveau structural, ça serait vraiment bien. Puis on travaille comme ça en collaboration. Et si on regarde beaucoup de mes articles, souvent, je vais être en collaboration avec un chercheur qui est plus, je vous dirais, au niveau biologie cellulaire, biologie moléculaire, etc. Parce que de ces collaborations-là, sortent des papiers qui sont encore plus forts, avec des modèles qui sont beaucoup plus matures, qui ont des assises au niveau des découvertes beaucoup plus solides, parce qu'on attaque la question avec plusieurs approches. Donc, c'est vraiment cette collaboration-là qui nous a apporté tout doucement vers Tonsuku. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, il y avait d'autres hits qui avaient été identifiés et qu'on a essayé de caractériser pendant les 8 autres années, et ça n'a pas fonctionné. donc, c'est ça. Dans ce projet-là, comment la biologie structurelle t'a permis de faire tes conclusions que Tonsuku est vraiment cible H3.1? Oui. En fait, encore une fois, c'est une combinaison de plusieurs expériences. Les premières expériences, en fait, où je vous dirais l'hypothèse initiale qui a été formulée, c'est grâce à, oui, les découvertes de Yannick dans la plante, où est-ce qu'il y avait un bypass du phénotype, mais aussi un beau papier qui avait été publié par Danny Reinberg, le labo de Danny Reinberg, avec comme premier auteur Eric Campos, qui est mon collaborateur, maintenant Sick Kids à Toronto, qui avait fait des études, ce qu'on appelle de pull-down ou d'interaction, et ce qui avait identifié Tonsil étant capable d'interagir avec H3, avec l'isone H3. Or, quelques années plus tard, Dimsha Patel avait publié vraiment un super article où est-ce qu'il démontrait que sur Tonsil, il y avait un autre domaine, ARD, Anchoring Repeat Domain, qui lie l'isone H4. Donc, par élimination, on s'est mis à tout doucement émettre l'hypothèse, est-ce que sur Tonsil, il y avait un domaine qui était quand même, dont les prédictions nous permettaient de savoir, avec une bonne estimation, là, je vous dirais qu'il y avait un domaine, ce qu'on appelle poly-TPR, et essentiellement, les TPR sont reconnus pour reconnaître ou lier d'autres protéines. Donc là, on a fait tic-tac-toe, et par élimination, un domaine lie l'isone H4, il y en avait l'autre domaine qui lie MMS22L. Ça pourrait peut-être être le poly-TPR de Tonsil qui lie l'isone H3. Donc, les découvertes qui avaient été publiées, les observations dans la plante. Là, on s'est mis à faire des essais de liaison dans mon laboratoire. On utilise une technique qui s'appelle la calorimétrie isothermique. Ça nous permet de calculer les constantes d'association entre une protéine et un peptide. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en solution, le poly-TPR de Tonsil pouvait lier l'isone H3.1 avec au-delà de 50 fois plus d'affinité. Donc là, on est parti de ça, on a fait « Oh, c'est solide ça, c'est vraiment intéressant ». Et là, on a transféré vers la biologie structurale pour obtenir les cristaux. On a eu les cristaux, on a résolu la structure et ça nous permet effectivement de voir comment ce domaine-là reconnaît spécifiquement l'acide aminé, la nature de l'acide aminé en position 31. Parce qu'il faut comprendre que un des découvertes majeures de cet article-là, c'est-à-dire que c'était un des premiers lecteurs d'histone qui reconnaît en fait la région N-terminale complète de l'isone H3. Donc, dans un contexte nucléosomal, Tonsuku se lierait à l'isone H3 et recouvrerait et cacherait littéralement toute la région N-terminale de l'isone H3.1. Et la seule différence au niveau de la région N-terminale entre H3.3 et H3.1, c'est un seul acide aminé et c'est en position 31. Chez l'humain, la position 31 est occupée par une thréonine sur H3.3 et une alanine sur H3.1. Donc, pour qu'un lecteur fasse la discrimination, de reconnaître cette différence-là qui, au niveau biochimique, on s'entend, c'est quand même pas énorme, significatif,
mais pas énorme. Déjà là, c'était une découverte très, très intéressante. C'est très bien fait, la biologie, comment une seule acide aminé peut faire toute une différence. Ouais. Malheureusement, il est décédé, mais David Alice avait dit à une conférence Keystone, c'est quelque chose qui va rester avec moi pour le restant de ma vie. Il avait dit tous les résidus de l'histone H3 sont importants. Il y a rien. T'en enlèves un, ça va pas bien aller. Donc, tu as discuté des défis, surtout en cristallographie. Pour faire la cristallographie, tu as besoin des cristaux. Dans ton sujet de recherche, est-ce qu'il y a d'autres défis que tu retrouves? Oui. Donc, pour cette technique-là en particulier, il y a 3 défis majeurs. Vraiment, 3 défis qui sont très importants. 1, est-ce qu'on peut purifier la protéine à homogénéité? Donc, malgré que plusieurs outils qui permettent de surexprimer, de produire des protéines en grande quantité pour faire des études structurales, ça reste quand même un défi important, surtout lorsqu'on parle par exemple, de cristallisation de complexes, donc, tout au niveau de l'ingénierie ou des trucs, je vous dirais, là, de surexprimer ces protéines-là, de s'assurer qu'on en purifie des grandes quantités. Et que ces protéines-là sont homogènes. C'est-à-dire homogènes, oui, tu peux faire, par exemple, un gel dénaturant par SDS, SDS Page. La protéine peut être pure, mais est-ce qu'elle est homogène? Et la réponse, souvent, c'est non. Et que j'entends ici homogénéité, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une seule espèce de cette protéine-là en solution? Et ça, on utilise d'autres outils pour s'assurer qu'effectivement, c'est homogène, mais ça, c'est le premier défi. Donc, j'ai déjà eu, dans mon laboratoire, un projet, et ça, je m'en vante pas, où est-ce que ça a pris environ 10 ans à la personne de produire de la protéine en quantité suffisante pour faire des cristaux. Donc c'est ça. Ça a été quand même assez long. Donc, il a fallu... donc, finalement, à la fin, la recette magique, c'était de surexprimer cette protéine-là dans les cellules carrières. Donc, c'est ça. La deuxième, tu l'as mentionné, c'est obtenir des cristaux. C'est jamais prédit d'avance. On ne sait jamais c'est quelles conditions qui va permettre l'obtention des cristaux. Donc, ça, c'est le deuxième défi. Donc, naturellement, lorsque le premier défi a été atteint avec succès, souvent, ça va nous permettre de commencer à essentiellement faire de l'ingénierie de la protéine pour l'aider à cristalliser un petit peu. Donc, c'est quand même, le premier défi est important. Le deuxième défi aussi est important. Des fois, la protéine va cristalliser ou cristallisera tout simplement pas, malgré que, par exemple, AlphaFold va vous prédire un domaine bien globulaire, qu'il n'y a pas nécessairement de truc là, apparent qui empêcherait la protéine de cristalliser. Des fois, ça va arriver. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, on fait de l'ingénierie, on fait l'imitation par exemple, de boucles, etc., etc. Donc, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, et c'est celui le plus frustrant des 3, c'est en fait de résoudre ce qu'on appelle les problèmes de phase. C'est-à-dire que, sans rentrer nécessairement dans la physique ici, là, puis dans la mathématique, mais essentiellement, lorsqu'on n'a pas d'information structurale, on doit déterminer la phase, donc il y a plusieurs approches. Or, la phase, grosso modo, comment je pourrais expliquer ça? C'est tout simplement le problème des phases, c'est de comprendre l'orientation relative de chacun des acides aminés par rapport aux autres en 3D. On va expliquer ça comme ça. Or, ce troisième défi-là est assez majeur. Je vais vous ramener à, malheureusement, la protéine qui avait pris 10 ans à purifier. Elle a pris 2 semaines à cristalliser. Et ça, c'était le 7-8 ans, à peu près. Et on n'est pas encore toujours capable de résoudre le problème de phase. Donc, on a eu les cristaux rapidement, mais là, on est pris on a des beaux cristaux, on a un beau patron de diffraction, on n'est pas capable de résoudre le problème de phase. Donc, ça, c'est le troisième défi majeur. Et en termes de défis aussi, par rapport plus à votre modèle, est-ce que le fait de travailler sur des plantes, il y a des défis particuliers ou au contraire des avantages avec ces modèles-ci? Non. Ben, c'est une bonne question, non. En fait, il n'y a pas de défis ou d'inconvénients additionnels, soit sur le travail d'une protéine de plante, une protéine de levure, etc., etc. Il n'y a vraiment pas de différence. Quand on parle d'un polypeptide, c'est un polypeptide, et puis les caractéristiques sont relativement les mêmes entre organismes. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement de problème. Les approches sont similaires, les trucs sont similaires, donc non. Et en ce moment, quels sont les projets que vous avez en cours dans votre laboratoire?
Oui, bon, on continue notre travail sur Tonsol. Donc, on essaie de comprendre. Maintenant, on essaie de pousser le modèle à un autre niveau, c'est-à-dire essayer de comprendre comment Tonsol engage la chromatine, donc lie le nucléosome. Donc, on travaille là-dessus. On n'utilise pas la cristallisation par rayon X, on va utiliser la cryo-EM. Si on travaille sur l'autre domaine qui interagit avec MMS22L, qui est une interface très importante, parce que cette protéine-là, Tonsol, pourrait être une cible thérapeutique vraiment intéressante au niveau du cancer. Donc, c'est pour ça qu'on continue là-dessus. Donc, ça, c'est un des projets. On a un projet sur le cancer de la glande mammaire. Ça, c'est un autre projet, moins biologique-structural. On continue à travailler aussi naturellement, et ça, c'est comme le premier projet que j'ai amené avec moi en postdoc, c'est-à-dire on continue à travailler sur les enzymes MLL et les différentes sous-unités régulatrices. On essaie de comprendre. Là, on est en train d'apprécier. Donc, pendant plusieurs années, mon laboratoire, on a résolu les structures de domaine. On a fait la structure cryo-EM du complexe en collaboration avec Georgios Keniotis à Stanford et Ellie Schladefar à Northwestern, où est-ce qu'on a fait la structure cryo-EM d'un complexe MLL. Là, maintenant, on explore qu'est-ce qui régule les sous-unités régulatrices. Donc, on travaille à ce niveau-là. Donc, tout récemment, on a identifié que peut-être qu'il y a une switch redox ou oxydoréductive sur une des sous-unités du complexe du Compass. On a des données préliminaires qui suggèrent aussi certains métabolites pourraient réguler l'activité du complexe, donc des métabolites du cycle de Krebs, par exemple. Donc, le lien entre le métabolisme et les enzymes de l'épigénétique, c'est quelque chose qui est très chaud présentement. Donc, on est en train de s'amuser à ce niveau-là. On explore naturellement il y a plusieurs données qui sont publiées, qui ont cartographié ou qui ont identifié plusieurs mutations dans plusieurs cancers qui ciblent les sous-unités régulatrices du complexe Compass. Donc, on travaille aussi là-dessus. Donc, terrain de jeu est vaste et passionnant. Donc, vous avez parlé de MLL, protéines très reliées au cancer. Pouvez-vous parler des liens intéressants entre le cancer et tes travaux de méthylation de protéines? Bon, c'est connu depuis les travaux de Korsmeyer à l'époque à Nature dans les années 90 qui avait démontré que les enzymes MLL, dans ce cas-ci MLL1, étaient absolument essentiels au développement embryonnaire chez la souris. Donc un knockout de MLL est létal très tôt dans le développement embryonnaire. On a reconnu très rapidement qu'au niveau de l'hématopoïèse, c'est un régulateur très très important. MLL est un des gènes qui est le plus muté, ou c'est pas le plus, mais un gène très muté dans diverses formes de leucémie infantile. Il y a des patients qui sont diagnostiqués avec une leucémie aussi jeune que 3 mois et qui ont une mutation ou une translocation au niveau du gène MLL. Donc, MLL forme ce qu'on appelle des fusions protéiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont former une néoprotéine, une nouvelle protéine avec des nouvelles fonctions. Et MLL va, dans certains cas, s'associer, par exemple, à des sous-unités de ce qu'on appelle le super elongation complex, où c'est des enzymes qui sont impliquées dans l'élongation des transcrits, et ça va mener à la surexpression aberrante de certains gènes qui vont, dans certains cas, augmenter la prolifération cellulaire, qui vont, à la même fois, aussi bloquer la différenciation des cellules souches ou certaines cellules, certains progéniteurs, par exemple, qui sont non fonctionnels. Donc, vous comprenez ici la problématique, c'est-à-dire on a des progéniteurs non fonctionnels parce que naturellement les gènes régulés par MLL via son activité régulent certains gènes et donc on a par exemple dans ce cas-ci une expression aberrante de certains gènes qui vont bloquer la différenciation jusqu'à la cellule mature qui va effectuer sa fonction et ce progéniteur-là va se mettre à proliférer énormément. De là survient les leucémies, entre autres. C'est un modèle. Il y en a plusieurs. Encore une fois, il y a au-delà je dirais plus d'une centaine de fusions différentes qui ont été identifiées avec MLL. Donc, encore une fois, c'est un terrain de jeu excessivement vaste et complexe. Et chaque fusion va fonctionner un peu différemment. Donc, de là émerge ce qu'on appelle precision medicine pour savoir quel type de fusion le patient souffre et essayer de comprendre comment on pourrait intervenir là-dedans.
Et c'est quelque chose qui vous intéresse de creuser cette interaction dans la leucémie, etc. Oui, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je voulais explorer. Ces enzymes-là sont excessivement volumineuses, très grosses. En termes de protéines, ça fait des protéines de 4000 acides aminés souvent. Donc, au niveau biochimique, ça représente un challenge absolument énorme. D'ailleurs, à ma connaissance encore aujourd'hui, il n'y a personne qui a été capable de produire la protéine MLL dans sa pleine longueur de manière pure, en fait. Et je sais très bien que beaucoup de gens qui ont essayé. Donc, ça représente un défi majeur. Super, très intéressant. Donc, avant de vous laisser partir, avez-vous quelques mots pour les étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière académique ou des conseils? Souvent, et je l'ai eu moi aussi, et je le regrette de l'avoir eu parce que peut-être que ça m'a empêché un peu, mais le fameux syndrome de l'imposteur. Il faut arrêter d'avoir ce syndrome-là. Tout le monde a des doutes sur sa capacité à faire de la recherche. Tout le monde va se questionner à un moment donné, et c'est normal. Il ne faut pas que vous vous empêchiez par ça. Jamais. Il y a une expression qui dit il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Le sentier que vous allez emprunter pour si vous choisissez le domaine académique, ça ne sera pas le même. C'est rarement le même quand on va d'une personne à une autre. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils A, parce que ces conseils-là ont bien fonctionné pour lui ou elle. Donc, encore une fois, le conseil, suivez votre gut feeling, établissez votre réseau. Votre réseau est super important. Réseautez tôt, réseautez le plus souvent possible. Allez à des conférences, allez voir des chercheurs. Ne soyez pas gênés de partager votre science. Jamais, jamais, jamais. Les étudiants qui ont fait le mieux dans mon laboratoire, c'est des étudiants qui étaient dans les conférences Keystone puis Gordon, puis qui allaient voir David Alice, puis ou Danny Reinberg, ou Alice Schiller-Farr, viens à mon poster. Viens, je vais te montrer mes données. Et ces gens-là se sont bâtis un réseau de gens, de connaissances, et ça se bâtit comme ça. De là se bâtit des collaborations, des amitiés. La science, en tant que telle, ça prend un village pour faire de la belle science. C'est pas tout le monde qui a toutes les connaissances, qui va être capable de tout faire. Donc, réseauter. Puis, c'est bien par exemple, pour la prochaine étape, de demander des conseils. Mais ça colle pas à vous. Allez, suivez votre gut feeling. Tu sais, il y a plusieurs gens en postdoc qui me disaient faut que tu ailles dans les gros labos, faut que tu ailles dans les gros labos, faut que tu ailles dans les gros labos. J'ai pas été dans un gros labo. Un de mes amis qui est maintenant chercheur à Sainte-Justine, à tort, je lui avais dit faudrait que tu sortes du pays. Non, il n'est même pas sorti de la province. Et là, maintenant, il est chercheur et ça va super bien, ses affaires. Donc, les gens vont vous donner des conseils qui ont fonctionné pour eux ou habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas toujours comme ça. Merci pour ces conseils. Et puis merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aussi. C'était vraiment super intéressant, que ce soit plus précisément sur votre recherche ou même globalement la vision que vous aviez. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté la 3e saison de Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site internet thisisepigenetics.ca.